vous laisse reposer la question, Laurence Goldman, le temps que vous Raïm vous Corsia installiez. s'installe. Je vous dis... Donc, est-ce que vous en avez parlé avec Pape Ndiaye? C'était ma question. C'est le ministère de l'Enseignement, donc l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, mais c'est aussi et surtout le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire Madame Retailleau, où ces services travaillent vraiment de manière dévouée. Tous les recteurs de France travaillent de manière dévouée à essayer de régler le problème, mais avec la loi d'autonomie des universités, vous avez des universités qui sont absolument opposées à cela. Et les universités, je les connais, je vois bien où il y a les problèmes, et c'est année après année. Donc je me verrai obligé, notamment là maintenant, on ouvre le Parcoursup. C'est pas anodin. Parcoursup, c'est une façon d'avoir l'avenir de nos enfants en main et l'avenir des enfants qui vont choisir les possibilités. Ben, je dis que l'AS, par exemple, à Sorbonne Paris Cité, c'est pas possible. Parce que de manière récurrente, j'ai des examens le Shabbat. Donc, et puis, il n'y a pas de moyen de discuter, alors qu'il y a d'autres universités où c'est possible. À Dauphine, les gens s'arrangent parfaitement parce qu'il y a cette idée de laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas de l'antisémitisme. Évidemment que ce n'est pas de l'antisémitisme, sauf dans certains cas où ça ressemble quand même beaucoup. Mais globalement, moi, il faut que j'ai cette responsabilité de dire aux jeunes, telle ou telle université, ce n'est pas possible. Alors, Rudy Saada parlait tout à l'heure de crispation, on le sent bien dans notre société autour des questions de laïcité, mais est-ce que si on n'accepte pas, on ne tolère pas que les étudiants juifs ne composent pas le samedi parce qu'ils sont observants, ils respectent le Shabbat, est-ce que c'est pas la porte ouverte à toutes les revendications identitaires ou religieuses voilà. Bon, alors une seconde. C'est un peu ça le problème, je pense. Votre question est perverse, mais malheureusement très juste. Malheureusement. Parce que j'entends bien qu'on me dit, mais les yeux dans les yeux, on me dit, mais c'est pas pour vous, vous comprenez? Mais si d'autres, et je sais très bien qui sont les autres, si d'autres demandaient quelque chose, on ne pourrait pas répondre. Une sorte de, en gros, on nous dit, vous êtes les dégâts collatéraux de notre peur panique des demandes qui viendraient de l'islam. Mais je vous dis que l'islam n'a jamais demandé, jamais personne n'a demandé à ce que tout le mois du Ramadan, il n'y ait pas d'examen. Jamais. Les musulmans peuvent écrire, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Chacun en France a ses contraintes différentes. Et moi, lorsque j'étais aumônier des armées, et qu'il n'y avait pas encore à l'époque d'aumônerie musulmane, on s'est occupé tant et tant de faire en sorte que les jeunes musulmans aient des moments de fête, comme nous en avons pour Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Sukkot, Shavuot, que les musulmans puissent respecter Eid el-Kébir, Eid el-Fitr, les moments importants de leur calendrier. C'est aussi notre responsabilité de faire vivre une laïcité qui concerne tout le monde. Donc quand on me dit, mais c'est pas vous, c'est à cause... Mais c'est en fait ne pas comprendre ce qu'est la liberté de pratique religieuse, qui n'est pas une façon massifiée de voir les religions, mais de voir les demandes des uns et des autres qui ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes, ces demandes. Aucune autre religion n'a l'interdiction d'écrire un jour, le jour du Shabbat. Aucune religion n'a l'interdiction de porter un document pour passer un examen, porter sa carte d'identité le Shabbat. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des jeunes qui ont dû, juste pour ne pas avoir un zéro défaillant, qui ont dû, la semaine dernière, aller à l'examen, se faire voir, montrer leurs documents, et ils sont sortis. Ils n'ont pas composé, ils ont eu zéro, mais pas défaillant. Et ensuite, ils ont dû dormir autour, chez des amis. C'est incroyable, ces efforts qu'on impose à des jeunes qui doivent se construire et qui doivent faire confiance à la société, parce que la société leur fait confiance. Et si on commence à engager son parcours de jeunesse citoyen en étant dans un état de défiance envers la société, et que la société manifeste de la défiance envers vous, on ne construit pas des citoyens engagés, on construit des gens qui se vivent comme n'étant pas la jeunesse, n'étant pas ce que doit incarner la jeunesse, c'est-à-dire une sorte de grande confiance, de lien intergénérationnel. Et moi, je vois cette rupture, et quand les gens me disent « mais à notre époque, c'est sympa », à notre époque, il y avait d'autres types de demandes, et c'est pour ça que votre question, elle touche vraiment là où ça fait mal, c'est qu'on nous dit « mais c'est pas vous ». Est-ce que ça nous rassure de nous dire qu'on nous empêche de vivre notre foi parce que les uns ou les autres ont peur d'autres, alors que ça se passe très bien. Et je peux vous dire d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, que par exemple, il y a une université qui est présidée par quelqu'un dont la religion est a priori l'islam, même si je ne connais pas les engagements personnels des uns et des autres, eh bien, je peux vous dire que c'est l'université où on comprend le mieux ces problématiques. Parce que la réalité, c'est que, alors qu'il y a d'autres universités, j'ai connu dans le passé, qui étaient présidées d'ailleurs par quelqu'un juif, et qui a dit, moi je ne veux pas donner à penser que j'avantage les uns les autres en fonction de ma religion. Alors que moi je ne demande pas la religion de celui à qui je parle. Je demande juste
le respect du principe sacro-saint pour moi de laïcité, c'est-à-dire de liberté de pratique religieuse. Et comme j'arrive pas à voir ce qui est compliqué à comprendre dans liberté de pratique religieuse, je me dis que certains de nos étudiants qui vont faire leurs études à la Bocconi, à la Sapienza, à Londres Université, à New York, partout dans le monde, n'ont peut-être pas complètement tort, parce que Pardon de vous couper, monsieur le rabbin, mais vous savez bien que notre laïcité à la française est un concept qui nous est propre, formidable, et qu'il n'y a absolument pas le même système que celui mais que dans le monde non, il est dévoyé, il est dévoyé par certains. Vous ne pouvez pas comparer les universités américaines ou britanniques avec ce qui se passe chez nous. Je compare tout système qui revendique comme le nôtre en France la liberté de pratique religieuse. C'est simple comme principe. Liberté de pratique religieuse. Elle est remise en cause aujourd'hui, selon vous. Elle est remise en cause par certains qui refusent de voir que lorsqu'on empêche quelqu'un d'être ce qu'il est, il ne peut plus apporter ce qu'il est à la société. Et donc on veut normer les comportements. Je vous redis que c'est exactement, mais peut-être comme c'était au téléphone, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, que c'est exactement ce que dit le méchant Haman dans la Megillat Esther. Ils ont des règles compliquées, des d'ATM chenottes et leurs lois ne sont pas les mêmes que les nôtres. Bref, on n'a aucun intérêt à les garder. Voilà ce que dit Haman. Alors il envisage de les exterminer tous. Grâce à Dieu, ça n'arrive pas. Mais le principe de considérer qu'il y a des gens qui ont un comportement différent est un principe qui est très dangereux. Et je pense que tout l'esprit, le souffle de la République, c'est dire chacun dans sa différence est vital dans la construction de ce qu'est le génie de la France. Vous étiez jusqu'à présent très discret sur ces questions, ça se réglait au cas par cas. Vous avez décidé cette année de porter ce sujet sur la place publique, mais est-ce que ça ne risque pas d'ouvrir la boîte de Pandore sur tous les sujets? Je pense par exemple, vous allez me dire que ce n'est pas la même chose, les cantines. Les menus halal dans les cantines, les menus cachers. Je ne m'occupe pas de ça. Ce que je sais, c'est que lorsque j'étais rabbin de Reims, j'avais fait vous en occupez quand même un peu pour les élèves qui mangent cachère. Non, je m'étais occupé de faire en sorte que la cantine, enfin ce qu'on appelait la case des écoles, donc la cantine de toutes les écoles municipales, c'est-à-dire en gros tout ce qui est de l'ordre de maternelle et primaire, il y ait la possibilité d'avoir les barquettes militaires qui sont les barquettes cachères. Donc en fait, avec un peu d'intelligence, c'est toujours la même chose. Avec un peu d'intelligence, on arrive à trouver des solutions. Et moi, je regrette que l'intelligence ne prenne pas le dessus. Oui, on pouvait organiser les choses, on pouvait faire des choses, et je n'ai jamais crié victoire en disant on a réussi, on a fait. Il y a des choses formidables qui ont été faites quand il y a une volonté. Mais maintenant, avec donc cette loi compliquée de liberté, d'autonomie des universités, il y a des universités où ce n'est pas possible. Et il faut le dire à nos jeunes, ne vous inscrivez pas dans ces universités, dans Parcoursup, c'est simple. Donc on est dans de la discrimination. Non, pas du tout, je vous dis. Mais enfin... que doit faire un cas concret un élève de terminale qui veut s'inscrire? Vous êtes dans un magasin et on vous sert très mal. Est-ce que vous ne dites pas à votre cousine, votre soeur, votre amie ne va pas dans ce magasin? Alors moi, je vous dis, on traite très mal nos étudiants dans telle ou telle université. N'allons pas dans ces universités, c'est pas compliqué. Alors, il y a aussi le cas des prépas. Je pense à un exemple que je connais bien, les prépas Mathsup, Mathsp, où les devoirs sur table ont lieu systématiquement le samedi matin. Qu'est-ce que doivent faire les étudiants juifs? Renoncer à des études supérieures de grandes écoles d'ingénieurs? À Dieu ne plaise, et il y a, grâce à Dieu, beaucoup d'étudiants pratiquants qui réussissent ces cursus d'élite et qui sont le résultat d'un travail... d'abord de préparation des jeunes dans leur système scolaire, peu importe public ou privé, et ensuite de leur travail et de leur capacité à faire des efforts. Et moi, j'aime cette idée que les foum tsara agra, comme le disent les maximes des pères, c'est en fonction des efforts qu'on produit que nous sommes récompensés. Et je vais vous dire, il y a donc beaucoup de prépa où c'est parfaitement faisable, y compris les très grandes écoles. Par le passé, j'avais réglé les choses à Louis le Grand, Henri IV, il n'y a pas de problème. On arrive à trouver. Alors quand il y a un blocage, on discute de ce blocage, mais en gros, on arrive à trouver, et je crois que, comme l'aurait dit Rétif de la Bretonne, le travail produit des inégalités justes. Alors, j'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça ce matin, mais c'est tellement passionnant que je continue. Moi, c'est ce que je voulais vous parler de quelque chose de formidable. Alors, on va venir après, juste une question pratique. Je me fais engueuler régulièrement, et pas d'autres mots, mais j'adore quand on m'engueule comme ça. Ça me rappelle un peu... ma copine, Madame Kerenbaum, c'est Jocelyne, qui est la leader, la figure de proue de Meir Panim en France, les amis de Meir Panim France. Et Jocelyne me rappelle à quel point, finalement, nous, vous voyez, les problèmes qu'on peut avoir,
Mais quand il y a des personnes qui ont un problème pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain, comme le dit la fin du Deutéronome dans le chapitre 28, doit être le verset 67. Le matin, tu te diras qui me donnera un soir, et le soir qui me donnera un matin. Et on peut des fois changer la vie de quelqu'un en participant, en donnant. Et je trouve que c'est incroyable de pouvoir s'arroger ce pouvoir ou de se nier cette possibilité de changer la vie de quelqu'un. Et je reviens à votre question. Quand on peut aider les jeunes à choisir les bonnes filières, faire les bons choix, des choix intelligents, où on récompense le travail, où on ne va pas se dire, comme j'ai pu le voir parfois, moi je vais travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, et juste avant de passer un examen, je ne peux pas le faire, je suis obligé de changer de filière. Mais quel drame, quelle perte de confiance dans la société. On doit aider les jeunes à se construire, on ne doit pas les empêcher. Une société qui empêche les jeunes, quels qu'ils soient, de se construire, est une société qui ne garantit pas son avenir. Donc moi je me dis, comment garantir l'avenir ? En s'occupant des autres. C'est ce que fait, alors pour les questions, voilà, avec l'appel national de la Tzedaka, par exemple, c'est ça. On prend en charge tous collectivement la capacité à aider celles et ceux qui n'ont pas. On le fait. Meir Panim le fait en Israël, sur des thèmes vraiment basiques. La nourriture, l'équipement d'une maison, la formation professionnelle. Enfin, des choses qui sont parfois très belles et vitales et qui nous paraissent tellement simples. Donc moi, je me dis, des fois, on se pose beaucoup de questions. Et au fond, c'est tellement simple d'aider les gens, de faire du bien. Alors, juste pour conclure, il nous reste 3 minutes. Combien de jeunes aujourd'hui sont concernés par cette situation ? C'est l'horloge parlante. Moi c'est le réalisateur qui décide. Combien de jeunes sont concernés par cette situation que vous dénoncez aujourd'hui ? Beaucoup trop. Vous avez une... Oui, j'ai un tableau sur moi, qui est un tableau très précis avec les noms, les téléphones. Et puis en plus, je me fais réprimander. Mais c'est à vous qu'il faut s'adresser. Non, moi, j'estime d'abord qu'il faut le faire au niveau local. C'est toujours plus pratique au niveau local. Les étudiants connaissent mieux leurs universités que moi. Après, moi, j'interviens dans un 3e niveau, parce qu'il y a des rabbins régionaux, locaux, qui connaissent les autorités. Parfois, on passe par un recteur qui lui parle de l'intérieur du système à d'autres. On essaye de faire les choses. Mais moi, je vois avec quelle, parfois, virulence les parents m'appellent. Je les comprends, même si en réalité, je préfère parler aux étudiants qu'aux parents. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les parents qui considèrent que leur enfant est infantilisé parce que il est étudiant, ça, il est grand. Mais bon, je conçois. Mais quand des fois, je me fais insulter même par écrit, oralement, en me disant oui, vous n'avez rien fait, même quelqu'un qui m'écrit en me disant protégez vos relations. Je me dis, c'est ne pas voir cette débauche d'énergie que je mets en œuvre sur cette question, et depuis des années, des dizaines d'années, parce que j'estime que c'est la seule façon de donner à croire, à espérer en ce qu'est la République. Une toute petite dernière question. Vous rencontrez régulièrement des responsables politiques. Qui vous entend, qui vous écoute sur ce sujet ? Tout le monde le comprend, vraiment. Et depuis des années, donc c'est pas telle ou telle majorité, tout le monde le comprend, mais au contact, il y a des gens qui sont doctrinaires. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un, parce que juif, n'a pas pu passer un examen, et il y a une session de rattrapage qui était due au Covid, à plein d'occasions, et ça arrive très souvent. Il se présente, il compose, il rend la copie à la professeure, ok ? Il rend la copie à la professeure et elle lui dit, au fait, alors pourquoi vous n'avez pas pu venir un truc ? Madame, parce que c'était Shabbat ou une fête, je ne sais plus ce qu'il lui dit. Ah non, vous n'avez pas le droit. Et elle lui prend la copie, elle ne veut pas prendre sa copie. Comment vous expliquez ça ? Moi, je vous dis les yeux dans les yeux, c'est de l'antisémitisme. Parce que vous allez me dire, mais non, c'est une crispation identitaire, on ne veut pas de la... Mais quand on a un jeune, si parce que sa grand-mère s'est cassé le pied, ou il y avait le Covid, ou je ne sais pas quoi, il peut composer et on accepte dans le système universitaire que c'était notre compte pour cette note d'examen. Si on ne l'accepte pas parce que lui, c'était Shabbat, il ne pouvait pas, c'est donc qu'on ne veut pas qu'il y ait de juifs pratiquants dans l'université, alors il faut me le dire. Les yeux dans les yeux, il faut me le dire. Vous encouragez les familles à porter plainte ? Non, parce que ça ne marche pas. Parce que je l'ai déjà fait, à 3 reprises. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État montrer que ça ne servait à rien. J'ai introduit une instance auprès de la HALD à l'époque, avec paix à son âme, avec le président Jean Kahn, président du Conseil central. Donc vous voyez, c'est ancien. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis de très longues années. Ça ne marche pas. On nous explique qu'il faut plutôt trouver à s'arranger. Et puis en même temps, on nous explique que la méthode canadienne qui propose ce qu'on appelle des accommodements raisonnables est sujette à caution, parce que ça veut dire que tout le monde pourrait faire des accommodements raisonnables. Mais moi, quand on trouve des solutions d'intelligence, moi, ça me suffit.
Et parfois, la solution intelligente, c'est juste de considérer que, quitte à... d'accord, je vous donne un autre exemple. Vous avez un lundi... Rapidement. Un lundi qui est Shavuot, ok? Et ce lundi, vous avez... c'est Shavuot, et vous appelez Goldman. Ok, c'est G, vous passez lundi ou mardi, au début de... Vous permutez avec un de vos amis qui s'appelle avec un W. Zerdoun. Okay. Zerdoun, si vous voulez. Ouais, Zerdoun. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà. S, il passe un peu Fin plus tard. d'alphabet. C'est un oral. C'est un oral que vous le passiez le lundi ou le mercredi. Il n'y a pas d'incidence. Si la prof ou le prof dit non, là, vous posez des questions. Parce qu'il n'y a aucun changement. C'est un oral. C'est juste que vous arrivez en disant « j'ai permuté avec un ami parce que moi, c'était la fête de Shavuot », eh bien, il y a un problème. Et il faut que les profs, qui sont parfois doctrinaires, l'assument. Et je vous dis, si je vous dis ça, c'est qu'on le constate bien dans les ministères. Il y a parfois des raidissements inexplicables. Donc, quand c'est inexplicable, comme l'aurait dit la grande philosophe mère de Lille, citant sa grand-mère, quand il y a un flou, il y a un loup. Il y a un loup. En tout cas, on a été souple sur l'horaire. On a pris quelques minutes de plus. Merci. C'est parce que j'étais en colère et j'ai pas pu partager avec vous d'autres réflexions qui étaient plus apaisantes. Mais je reviens la prochaine fois. Mais je reviens à ce que vous avez dit en ouverture. Malgré tous les problèmes, il faut avoir confiance parce que c'est ce que nous apprend le judaïsme et c'est ce que peut instiller le judaïsme dans l'ensemble de la société. La plus grande, la plus belle des choses, c'est la vie. Merci Raïm Corsia, merci Laurence Goldman. Dans un instant, la chronique ciné d'Anne-Marie Baron et puis la musique avec Bruno Freitag.